Tais-toi, grand-père, c'est moi qui parle. J'étais affalé sur le sol de mon studio vide, les yeux rivés sur les papiers du divorce. C'est à ce moment-là que mon ex, Sarah, m'a envoyé un message. Chaque muscle de mon corps s'est crispé sous l'effet de la colère. Il était 16h15, un jeudi, 90 minutes après que le marteau du juge Harrison a mis fin à 23 ans de mariage. Premier SMS. J'espère que ton nouveau taudis te plaît, David. Brandon vient de se faire livrer son piano à queue dans ton ancien studio. L'assurance dit qu'il vaut plus que ce que tu gagnes en 7 ans. Oh, et on transforme ta salle de répétition en salon de dégustation de scotch pour lui. Pour quelqu'un qui compte vraiment, lui. Puis est arrivée la photo. Brandon Fletcher, dans ce qui était autrefois mon bureau. Son diplôme de MBA de Princeton trônait là où se trouvaient les décorations militaires de mon grand-père Henry. Il affichait cet air suffisant que j'avais appris à haïr au cours de l'année écoulée. « Tu mourras fauché et oublié », disait le message suivant. Exactement comme ton grand-père, à dépérir dans cet hospice public. Au moins, lui, il avait ses précieux secrets pour lui tenir compagnie. « Qu'est-ce que tu as, toi? Un violon et des fantasmes de talent ?» Mon bras était déjà armé pour balancer le téléphone contre le mur quand il a sonné. Pas un SMS cette fois, un vrai appel. L'identifiant affichait une suite de zéros se terminant par un 1. Je l'ai fixé pendant 5, 6, 7 sonneries. À la 8e, mon pouce a bougé tout seul. David Henry Miller. La voix était masculine, militaire, précise. Chaque mot sonnait comme une balle qu'on chambre dans un fusil. Qui est à l'appareil? Ma voix était rauque, chargée de tout ce que je retenais depuis trop longtemps. Monsieur Miller, ici le capitaine Thomas Harrison de la division des opérations de récupération classifiées du Pentagone. Écoutez-moi attentivement. Votre grand-père, le sergent-chef Henry Miller, a mené à bien une opération classifiée au Cambodge en 1962. Son nom de code était Midnight Echo. Tout ce que je m'apprête à vous dire a été classé secret défense pendant 60 ans. Depuis hier minuit, ce secret a été levé. Mon grand-père s'occupait de la logistique au Vietnam. Il jouait de la trompette dans les cercles d'officiers. C'est ce que mon père, William, m'a toujours dit, ce qu'il tenait de la bouche même d'Henry. C'était sa couverture. Monsieur Miller, votre grand-père était un spécialiste du renseignement cryptographique au sein du 9e groupe d'opérations spéciales. La mission a des implications financières colossales. Il a récupéré des biens qui ont aujourd'hui une valeur immense. Avec les intérêts composés, selon les règles du département de la Défense, cela représente environ 156 millions de dollars. Le téléphone a glissé de mes mains pour s'écraser au sol. J'entendais la voix du capitaine Harrison, lointaine et métallique. J'ai ramassé l'appareil, les mains tremblantes. C'est impossible. Mon grand-père est mort sans un sou. Mes parents ont dû hypothéquer leur maison pour payer sa maison de retraite les 2 dernières années. Le sergent-chef Miller a fait un choix, monsieur Miller. Il a choisi le silence pour protéger des informations classifiées et sa famille. Mais il a aussi pris ses dispositions. L'argent ne peut être versé qu'à son descendant mâle direct, et seulement sous certaines conditions. Vous devez vous rendre à Washington, D.C., immédiatement. Un billet United Airlines a été acheté à votre nom. Vol au départ d'O'Hare dans 3 heures. Première classe, siège 9A, côté hublot. Votre grand-père tenait à ce détail dans ses instructions. Comment saviez-vous qu'il fallait m'appeler aujourd'hui, juste après mon divorce? Il y eut un silence. Les instructions de votre grand-père étaient très spécifiques, monsieur Miller. On nous a ordonné de vous contacter le jour où vous auriez absolument tout perdu sur le plan matériel. Ses propres mots, écrits en 1979, étaient « Quand mon petit-fils n'aura plus absolument rien à perdre. Donnez-lui tout. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort depuis 31 ans. Comment pouvait-il savoir que cela arriverait aujourd'hui? » Henry Miller comprenait les schémas, monsieur Miller. C'est pour cela qu'il était si précieux pour le renseignement militaire. La question est, êtes-vous prêt à apprendre ce qu'il savait et à découvrir ce qu'il vous a laissé? Vous avez 72 heures à compter de cet appel pour achever ce que votre grand-père a commencé. Sinon, l'héritage reviendra au département de la Défense. J'ai regardé par la fenêtre le lac Michigan, gris et agité,
comme les yeux de mon grand-père quand il se perdait dans des souvenirs qu'il refusait de partager. Capitaine Harrison, qu'est-ce que mon grand-père a récupéré dans cette jungle? La réponse à cette question vaut 156 millions de dollars, monsieur Miller. Je vous attends au Pentagone demain matin, 8 heures précises. Apportez le carnet en cuir de votre grand-père, celui avec les partitions de musique. Vous l'avez toujours, n'est-ce pas? J'ai jeté un œil au carton que j'avais interdit à Sarah de toucher pendant le divorce. Celui marqué « Affaire de grand-père Henri » de l'écriture de ma mère, Elisabeth. Oui, je l'ai toujours. Excellent. Une dernière chose avant de raccrocher, monsieur Miller. Le nouvel ami de votre ex-femme, Brandon Fletcher. Son grand-père, Richard Fletcher, était un sous-traitant de la Défense en 62. Ce n'est pas un accident. Rien de ce que vous vivez en ce moment n'est une foutue coïncidence. Ton grand-père avait tout vu venir, il y a des décennies de ça. La communication a coupé avant que je puisse dire quoi que ce soit. 3 mois avant que cet appel ne bouleverse toute mon existence, j'étais sur la scène de l'Orchestra Hall, jouant les dernières notes du concerto pour violon de Mendelssohn. La foule était en délire, les applaudissements pleuvaient. 1800 personnes se sont levées d'un bond. Mais au 4e rang, en plein milieu, Sarah restait simplement assise, les mains posées sur les genoux, sans applaudir. J'aurais dû comprendre à cet instant que quelque chose de majeur avait basculé. À 45 ans, ma vie était bien huilée, aussi régulière et confortable qu'un métronome. Chaque matin, je me levais à 6 heures dans notre maison d'Evanston pour faire mes gammes dans mon studio insonorisé, pendant que Sarah faisait son yoga sur la terrasse, le regard perdu sur la piscine. La propriété s'étalait sur un hectare de pelouse impeccable. Chaque pièce témoignait de l'œil incroyable de Sarah pour la décoration et de mon talent pour financer ses goûts de plus en plus coûteux. Nous avions acheté cet endroit 16 ans plus tôt, quand l'Orchestre Philharmonique de Chicago m'avait nommé premier violon solo. À l'époque, Sarah venait encore à chaque représentation, et elle était sincère quand elle disait qu'elle adorait regarder mes doigts voler sur les cordes. « Ton grand-père Henri serait si fier », m'avait dit ma mère, Elisabeth, lors de notre grande pendaison de crémaillère, en passant ses mains usées sur les comptoirs en marbre luxueux. Henri disait toujours que la musique t'emmènerait dans des endroits qu'il ne pourrait jamais atteindre. Grand-père Henri était parti depuis 14 ans déjà, mais il flottait toujours autour de notre famille comme un air dont on ne retrouve pas le nom, mais que l'on connaît par cœur. Mon père, William, gardait la photo d'Henri bien en vue sur la cheminée du salon, un cliché en noir et blanc d'un jeune homme au regard vif, en uniforme. Juste à côté se trouvait sa bronze star, même si aucun d'entre nous ne savait ce qu'il avait fait pour l'obtenir. « Il est revenu du Vietnam changé », disait William après son 3e whisky lors des réunions de famille. Il a passé 9 mois au Cambodge avant même d'être officiellement envoyé au Vietnam. Il n'en parlait jamais. Il se contentait de jouer de la trompette comme s'il essayait de couvrir des sons que lui seul pouvait entendre. J'avais hérité du talent musical d'Henri, mais je l'avais emmené sur un autre chemin. Lui jouait du jazz dans des clubs enfumés, ses doigts dansant sur sa trompette. Moi, j'avais choisi le monde rigide de la musique classique. La structure, la précision, chaque note écrite, sûre et contrôlée. C'est ce que Sarah avait aimé chez moi lors de notre rencontre à une soirée de bienfaisance, il y a 24 ans. « Tu n'es pas comme les autres », m'avait-elle murmuré ce soir-là, son souffle contre mon oreille pendant que nous dansions. Pas comme ces types de la finance qui pensent que l'argent c'est de la culture. Toi, tu crées quelque chose qui a du sens, quelque chose qui dure. Elle travaillait pour un petit cabinet de design à l'époque. Elle était avide et ambitieuse, vêtue d'une robe empruntée et de faux bijoux que je trouvais mignons, pas ostentatoires. J'avais 31 ans, elle en avait 28, et quand elle me regardait avec ses yeux verts, je me sentais l'égal de Paganini. Notre mariage était solide, durant les 12 premières années, en tout cas. Elle décorait nos appartements successifs à mesure que ma carrière décollait, chaque lieu étant plus luxueux que le précédent. Quand nous avons enfin acheté la maison d'Evanston, elle a quitté son travail, disant qu'elle voulait se consacrer à rendre notre vie belle et parfaite. Je m'entraînais comme un fou, 6 heures par jour. Je jouais 3 ou 4 soirs par semaine et je donnais des classes de maître 2 fois par semaine à Northwestern.
Le week-end, nous parlions d'avoir des enfants, mais nous ne passions jamais à l'acte. Il y avait toujours une tournée de plus, une rénovation de plus, un obstacle de plus qui nous empêchait de fonder une famille. Les choses ont commencé à changer lentement, si lentement qu'on ne s'en rendait presque pas compte, comme un violon qui se désaccorde progressivement. Sarah s'est inscrite au country club, a commencé à déjeuner avec des femmes dont les maris dirigeaient des fonds spéculatifs ou des boîtes de tech. Elle rentrait à la maison en parlant de résidences secondaires à Aspen, de yachts sur le lac Léman, de jets privés pour se rendre à des foires d'art. « Tu as entendu que Brandon Fletcher a acheté un Warhol pour 28 millions ?» a-t-elle lancé un soir, sans même lever les yeux de son téléphone. « Tu imagines seulement ce que ça fait d'avoir autant d'argent ?» Brandon Fletcher, le nom qui allait finir par détruire tout ce que je possédais. Il avait engagé Sarah pour refaire son penthouse, un projet colossal qu'elle avait accepté sans même m'en parler d'abord. « C'est juste un boulot », avait-elle dit, comme si ce n'était rien, quand je l'avais interrogée. Son argent a la même valeur que celui de n'importe qui d'autre. Mais ce n'était pas vrai. Son argent s'accompagnait d'une attention constante, de compliments et de comparaisons qui me faisaient me sentir un peu plus petit chaque semaine. Brandon mesurait 1,92 m contre mon 1,75 m. Il avait un MBA de Princeton, moi, un diplôme de Juilliard. Il avait gagné 38 millions l'année dernière dans le capital investissement, alors que je plafonnais à peine à 290 000. « Votre mari a réussi », avait dit Brandon lors d'un dîner, sa main s'attardant un peu trop longtemps sur l'épaule de Sarah. « Vivre avec un artiste classique doit être fascinant », avait-elle répondu. La façon dont elle avait prononcé le mot « artiste » donnait l'impression qu'il s'agissait d'un gentil passe-temps, pas de quelque chose de sérieux. J'ai ri. Cela faisait du bien d'avoir de ses nouvelles après tout ce temps, même si cela me serrait la poitrine d'inquiétude. Cette conversation remontait à 7 mois. La tournée européenne de ce printemps-là devait être un événement majeur. 3 semaines en tant que soliste avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Au lieu de cela, ce fut la fin de mon mariage. Je jouais du Bach à Vienne pendant que Sarah jouait à la vie de château dans le penthouse de Brandon. Mon neveu Kevin les a surpris en train de s'embrasser. Ça a pulvérisé tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et sur la femme qui prétendait que ma musique lui suffisait. Kevin m'a appelé sur FaceTime à 2h30 du matin, heure de Vienne. J'étais dans ma chambre à l'hôtel Impérial, en train de réviser mes partitions. Son visage occupait tout l'écran, pâle et inquiet, paraissant bien plus jeune que ses 24 ans. « Oncle David, faut que je te dise un truc. » Sa voix s'est brisée, comme lorsqu'il m'avait appelé après l'enterrement de sa mère. « J'ai vu tante Sarah à l'immeuble de bureau de M. Fletcher ce soir, vers minuit. Elle refait aussi la déco de son bureau. » ai-je dit en posant mon violon. Elle m'a dit que le projet prenait de l'ampleur. Il était minuit passé, oncle David. Tout l'immeuble était plongé dans le noir, sauf le penthouse. Ils étaient sur le balcon. Il s'est interrompu, luttant contre ses mots. Ils s'embrassaient, pour de vrai. Sa robe était à moitié ouverte. Je suis désolé. J'ai pris des photos parce que, sinon, tu ne m'aurais pas cru. Mon archet est tombé et a heurté le pupitre dans un fracas. « Qu'est-ce que tu as vu exactement, Kevin ?» Tout. Ils étaient plaqués contre la rambarde. Il avait les mains dans ses cheveux, la totale. Je t'envoie les photos maintenant. Les clichés sont arrivés instantanément. Sarah, pressée contre la rambarde du balcon de Brandon, les mains de celui-ci dans ses cheveux, sa robe rouge à moitié ouverte. La skyline de Chicago scintillait derrière eux, comme une insulte à mon humiliation. L'horodatage indiquait 23h43. Elle m'avait envoyé un SMS pour me dire qu'elle se couchait tôt à cause d'une migraine. J'ai donné le concert à la perfection, mais comme un automate. Mon esprit ne cessait de projeter ces images en boucle. Les critiques autrichiens ont écrit que mon jeu était techniquement irréprochable, mais vide. Ça me semblait juste, pour un homme qui venait de découvrir que toute sa vie n'était qu'un mensonge. L'affrontement a eu lieu 4 jours après mon retour à Chicago. Sarah était dans la cuisine, fredonnant du Vivaldi. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant que je ne lui connaissais pas. « Elles sont jolies, ces boucles », ai-je lancé en posant l'étui de mon violon. Elle les a effleurées, feignant le calme. « Merci, c'est une prime pour le projet Fletcher.
Ça doit être un sacré projet, pour que tu travailles après minuit et que tu reçoives des bijoux. Son visage s'est métamorphosé. La surprise, la réflexion, la colère, puis la froideur. C'est Kevin qui t'a mis au courant, c'est ça? Il travaille dans l'immeuble de Brandon. Ou alors tu as oublié ce qu'était la famille pendant que tu te déshabillais pour ton riche client? Elle a posé sa tasse de café, d'un geste d'une stabilité absolue. Je n'allais pas jouer la comédie, David, mais je ne regrette rien, pas le moins du monde. C'est charmant de ta part. Elle s'est levée en lissant sa jupe. Autrefois, elle me caressait le visage après mes concerts. Tu as la moindre idée de ce que c'est que d'être marié à un homme qui aime plus les morts que les vivants? Tu passes 6 heures par jour avec ce violon, David. 6 heures. Pendant ce temps, Brandon, lui, bâtit des empires et change le monde. Je suis musicien, c'est mon métier. Tu disais que tu aimais ça? J'avais 28 ans. Je pensais qu'aimer l'art, c'était aimer la vie. Mais tu ne vis pas, David. Tu te contentes de rejouer les mêmes morceaux, encore et encore. Même notre mariage n'était qu'un concert de plus, les mêmes gestes, en boucle. Brandon me fait découvrir de nouvelles choses. On a pris l'avion pour Saint-Tropez juste pour déjeuner, la semaine dernière. Juste pour un déjeuner. C'est quand la dernière fois qu'on est allé quelque part sans que ce soit pour ton boulot? Alors tu as bousillé 23 ans pour un déjeuner à Saint-Tropez? Non, je les ai bousillés pour quelqu'un qui me donne l'impression d'être vivante pour la première fois depuis 10 ans. Tu veux savoir la différence entre toi et Brandon? Quand il entre dans une pièce, tout le monde le remarque. Quand c'est toi, ils apprécient peut-être ton jeu, mais tu n'intimides personne. Personne n'a besoin de toi. La vie de personne ne change parce que David Miller est dans les parages. Sauf là. Le capitaine Thomas Harrison m'attendait au poste de sécurité. Plus jeune que ce que sa voix laissait présager, la quarantaine bien tassée, il arborait cette carrure militaire qui vous pousse instinctivement à vous tenir plus droit. Monsieur Miller, merci d'être venu aussi vite. Avant d'aller plus loin, je dois vérifier votre identité, au-delà de la procédure habituelle. Parlez-moi de la trompette de votre grand-père. Soyez précis. C'était une Stradivarius de 1949, finition argentée. Il l'avait dénichée dans un mont de piété à Raleigh après la guerre. Il y avait un détail particulier? Un petit impact sur le pavillon, parce que l'ancien propriétaire l'avait fait tomber. Harrison marqua une pause. Comment appelait-il ses concerts à l'hôpital des vétérans? Je ne pus m'empêcher de sourire, malgré les circonstances. L'office du dimanche pour les sans-dieux, disait-il toujours. La musique était la seule religion qui ne mentait jamais. Harrison hocha la tête, comme si je venais de réussir un test. Suivez-moi, je vous prie. Nous descendîmes 4 niveaux, franchissant des points de contrôle de plus en plus stricts. Gardes armés, scanners, la totale. Nous finîmes par atteindre une pièce sans fenêtre, baignée d'une lumière crue, où une table en métal supportait plusieurs cartons d'archives. Le dossier militaire complet de votre grand-père, annonça Harrison en ouvrant la première boîte. Ce que vous allez voir est classé secret défense, bien au-delà du top secret, depuis 60 ans. Même aujourd'hui, certains détails restent caviardés de façon permanente. La photo montrait Henry, jeune, le regard vif, en tenue de camouflage au milieu d'une unité de force spéciale dont les visages avaient été masqués au feutre noir. Derrière eux, l'épave d'un petit avion militaire. Opération Midnight Echo, avril 1962. L'unité de votre grand-père a été envoyée au Cambodge pour retrouver un avion de reconnaissance soviétique qui s'était écrasé. Officiellement, il n'y avait aucun personnel soviétique au Cambodge. Officiellement, nous n'y étions pas non plus. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'avion transportait un prototype de système de chiffrement pour les codes de lancement nucléaire. Mais ce n'était pas ça, le vrai trésor. Le pilote, un officier soviétique nommé Dimitri Volkov, avait survécu au crash. Il était mourant, mais conscient. Votre grand-père parlait assez bien le russe pour échanger avec lui durant ces dernières heures. Harrison sortit une transcription, lourdement raturée mais encore lisible. Volkov se savait condamné. Il a donné à votre grand-père les détails de comptes bancaires suisses utilisés pour rémunérer des agents doubles américains. Numéro de compte, code d'accès, la totale. Il me montra une autre photo, Henry tenant une mallette métallique.
Votre grand-père a tout mémorisé avant de la remettre à ses supérieurs. Il connaissait ses numéros de compte. Il aurait pu réclamer cet argent à n'importe quel moment ces 40 dernières années. 18 millions de dollars de 1962. Vous imaginez ce que ça représente aujourd'hui, avec les intérêts? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que cela aurait compromis toute l'opération et mis des vies américaines en danger. La sécurité opérationnelle aurait été brisée. Votre grand-père a choisi le silence plutôt que la fortune. Mais il a tout consigné en code, dissimulé dans sa musique. Le Pentagone lui est techniquement redevable pour cette mission, mais il n'a jamais rien réclamé. Il disait que cela soulèverait trop de questions, que cela mettrait sa famille en péril. Aujourd'hui, le délai de classification est expiré. La compensation, avec 60 ans d'intérêt et d'ajustement, s'élève désormais à 156 millions de dollars. Mais votre grand-père a posé ses conditions. Harrison me tendit une enveloppe scellée. Mon nom y était inscrit de l'écriture tremblante d'Henri. À l'intérieur, 4 pages. David, si tu lis ces lignes, c'est que ton mariage est fini et que tu as tout perdu. Je le sais, parce que les schémas se répètent. Je voyais ton père en toi, le cœur romantique de William, clair comme de l'eau de roche. Tu aimes totalement, ce qui signifie que tu peux être blessé totalement. La musique que je t'ai laissée est bien plus que de simples notes. Chaque morceau correspond à des coordonnées. Chaque changement de tempo marque une séquence numérique. Box de stockage 673 à Boston. Payé d'avance jusqu'en 2095. Tu y trouveras ce que je n'ai pas pu détruire, ce que je n'ai pas pu réclamer de mon vivant. L'argent du Pentagone est à toi, peu importe ce que tu décideras par ailleurs. Mais réclamer ce qui se trouve à Boston, cela signifie choisir la vérité plutôt que des mensonges confortables. Le compte suisse existe toujours. L'argent est techniquement propre aujourd'hui grâce au temps qui a passé, mais son origine est sale. Des noms y sont attachés, des familles puissantes qui se sont enrichies sur le dos de la guerre, de la triche et de la trahison. Un nom, en particulier, va compter énormément pour toi. Tu as exactement 72 heures à partir de l'appel d'Harrison. Si tu ne réclames pas tout, l'ensemble reviendra directement au département de la Défense. Si tu acceptes, tu pourras réparer de terribles injustices du passé, ou bien perpétuer ces mensonges confortables. Choisis avec soin. La musique, tout comme la vérité, est éternelle. Je t'aime, Henri. Le garde-meuble de Boston semblait désert, des murs de briques couverts de crasse et de graffitis. Pourtant, le digicode à l'entrée fonctionnait parfaitement. Je tapais le code dissimulé dans la 3e partie de Reflet d'automne d'Henri. 2, 1, 4, 4, 2, 7, 5, 1. La date de la mission plus son matricule militaire. Le box 673 se trouvait au fond d'un long couloir qui sentait la rouille et le vieux papier. La serrure tourna sans effort malgré son aspect vétuste. À l'intérieur, il n'y avait qu'un classeur métallique vert contre le mur du fond. Posé dessus, un vieux jeu d'échecs, les pièces figées en pleine partie. Je reconnus la position immédiatement, le gambit de la dame. L'ouverture qu'Henri m'avait apprise quand j'avais 9 ans. Dans le tiroir du haut se trouvait une autre clé de coffre-fort, celle de la Boston First Federal Bank. En dessous, une épaisse pochette en cuir contenant des documents qui me firent trembler les mains. C'étaient des copies de relevés bancaires suisses allant de 1962 à 1974. Ils attestaient de versements réguliers effectués par des entreprises de défense américaines à des espions soviétiques. Les montants étaient colossaux, mais les noms des sociétés étaient pires encore. Le nom de Fletcher Defense Technologies apparaissait 31 fois. Richard Fletcher, le grand-père de Brandon, avait vendu des pièces d'hélicoptères défectueuses à l'armée américaine. Parallèlement, il envoyait des secrets et de l'argent aux soviétiques en Asie du Sud-Est. Des pilotes américains étaient morts dans des crashs à cause de pièces que Richard Fletcher savait défaillantes. Il s'en moquait éperdument. Sa marge sur ces pièces, 41%. De l'argent du sang sur des comptes suisses, 18 millions de dollars. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Miller ?» La voix me semblait familière, mais elle sonnait faux. « C'est Brandon Fletcher. J'ai cru comprendre que vous étiez à Washington récemment. »
Comment pouvait-il le savoir? De la même façon que je savais que votre femme était assez faible pour succomber à quelqu'un capable de lui offrir plus qu'un musicien fauché. De la même façon que ma famille a toujours su pour Henry Miller et ce qu'il a rapporté de cette jungle au Cambodge. Nous surveillons votre famille depuis 60 ans. Nous attendions que quelqu'un vienne réclamer ce qui ne lui appartient pas. Votre grand-père était un profiteur de guerre qui a tué des pilotes américains. Mon grand-père était un homme d'affaires avisé, qui savait que la guerre n'était qu'un marché comme un autre. Votre grand-père était un voleur qui a dérobé des secrets d'État. Il a consigné la vérité. La vérité, Miller, c'est ce que les puissants décrètent. Voici le marché. Prenez l'argent du Pentagone et disparaissez. Quittez Boston, maintenant. Laissez ces documents là où ils sont, et vous serez assez riche pour nous oublier, Sarah et moi. Ou alors, continuez, et vous découvrirez ce que signifie vraiment tout perdre. Vous me menacez? Je vous offre le même choix qu'à lui. Votre grand-père a choisi le silence et la sécurité plutôt que la vérité et les ennuis. Il était malin. Soyez plus intelligent que vous ne l'êtes en ce moment. La ligne coupa. Je restais là, avec entre les mains la preuve des crimes sur lesquels s'était bâtie l'une des plus grandes fortunes familiales d'Amérique. Ma décision était prise. J'appelais Robert, mon cousin, qui est journaliste d'investigation. Robert, lâche tout. J'ai le scoop qui va lancer ta carrière. Le coffre de la Boston First Federal s'ouvrit avec une lenteur solennelle. À l'intérieur se trouvaient les originaux des documents du garde-meuble, ainsi que des bandes magnétiques étiquetées « Confession finale de Volkov » et des registres indiquant où l'argent suisse avait été transféré après 1974. Le père de Brandon avait hérité des comptes en 1987, puis Brandon en 2019. Mais Henry avait réservé une dernière surprise. Tout au fond se trouvait une partition. La symphonie de la rédemption. En fredonnant l'air, je réalisais qu'il s'agissait des mots de passe des comptes. Mon grand-père ne s'était pas contenté de documenter les crimes. Il avait gardé le contrôle de l'argent. Je passais les 30 heures suivantes avec Robert et une équipe de comptables de son journal. Les banques suisses finirent par confirmer que les comptes étaient réels et actifs. Solde total, 79 millions de dollars. De l'argent propre désormais, mais bâti sur le sang. On publie demain, dit Robert. Ça va pulvériser Fletcher Defense Technology. Et Sarah aussi. Elle a lié sa vie à celle de Brandon. Tu es sûr de toi? Je pensais à Henry, choisissant le silence pour protéger les siens. Puis je pensais aux pilotes. Des gamins, à peine 20 ans, morts parce que Richard Fletcher aimait plus l'argent que la vie. Aucun regret, mais on va jouer finement. Nous publierions d'abord les documents d'époque, laisserions les gens faire eux-mêmes le lien avec aujourd'hui. Et l'argent suisse, ce n'était pas pour moi. Il irait dans une fiducie. Pour les familles de ces soldats, ceux qui étaient morts dans ces crashs d'hélicoptères entre 62 et 74, jusqu'au dernier centime. En plus, je toucherais l'indemnisation du Pentagone. C'était plus que je n'en avais jamais espéré. L'argent du sang retournait aux familles à qui il avait été volé. Robert sourit. Ton grand-père serait fier de toi. Peut-être. Ou peut-être qu'il me prendrait pour un parfait idiot d'avoir choisi la vérité plutôt que la sécurité. Qu'est-ce qu'il dirait, à votre avis? Je regardai la partition une dernière fois, les notes méticuleuses d'Henry. Je pense qu'il dirait que la musique méritait d'être jouée, même si personne n'était prêt à l'entendre. Le Washington Post publia le grand article de Robert le mardi matin. Le titre ? L'argent du sang. Comment la fraude d'un contractant de la défense a financé l'ennemi et éliminé des pilotes américains. À midi, l'action de Fletcher Defense Technology avait chuté de 42% à la clôture du marché. Brandon Fletcher allait faire l'objet d'une enquête criminelle fédérale. Fraude successorale, évasion fiscale sur ses comptes secrets à l'étranger et peut-être même trahison. J'observais les informations depuis mon nouveau bureau, un brownstone que j'avais transformé en Fondation Henry Miller pour les familles de militaires. Le virement du Pentagone avait été confirmé la semaine précédente, 156 millions de dollars, propres, légaux, et à moi. Mais je ne pouvais m'empêcher de repenser à ces rapports de crash.
Les visages de ces pilotes de 20 ans, ceux qui ne sont jamais rentrés parce que quelqu'un avait décidé que leur vie valait moins que le profit. Sarah a appelé 19 fois ce jour-là. J'ai fini par décrocher à la 20e. « David, Brandon a été arrêté. » Le FBI a tout saisi. La maison, les comptes, même ma voiture. Parce qu'elle a été achetée avec ce qu'ils appellent le produit d'une entreprise criminelle. Je n'ai plus rien, littéralement. Tu as exactement ce que tu as choisi, Sarah. S'il te plaît, David. J'ai déconné, je le vois maintenant. Brandon s'est servi de moi. Tout comme son grand-père s'est servi de ses pilotes. Je suis chez ma sœur à Naperville, dans son sous-sol. Moi, vivre dans un sous-sol. Sarah, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux rentrer à la maison. Cette maison n'est plus chez moi. La banque l'a saisie après le gel des avoirs de Brandon, quand tu n'as plus pu payer les traites. Je l'ai racheté aux enchères le mois dernier. Ma tante et mon oncle y vivent désormais. Ils avaient perdu leur logement à cause de factures médicales. Ça me semble être un meilleur usage de l'espace que la bibliothèque à whisky de Brandon. Elle pleurait maintenant, de ces sanglots laids et désespérés qui, autrefois, m'auraient brisé. Qu'est-ce que je suis censé faire? La même chose que moi. Repartir de zéro. La différence, c'est que toi, tu as choisi ta fin. La mienne m'a été imposée. 6 mois plus tard, je jouais à nouveau à l'Orchestra Hall. Je créais ma nouvelle pièce, la Symphonie de la Rédemption, celle que Henri avait écrite mais n'avait jamais jouée. Le public ignorait qu'il écoutait des mots de passe de contes suisses transformés en musique. La tragédie muée en art. Ma mère, Elisabeth, était assise au premier rang. Elle a pleuré pendant le mouvement lent. Il égrenait en musique les noms de chaque pilote mort dans un avion Fletcher. Le fonds fiduciaire avait déjà versé 11 millions de dollars aux familles de soldats tombés au combat. Robert a reçu un prix Pulitzer pour son article. Fletcher Defense Technologies a fait faillite. Brandon a pris 8 ans dans une prison fédérale. Sarah a épousé son avocat spécialisé en divorce 2 ans plus tard. Un coup de maître. Probablement plus judicieux pour elle que de se marier par amour. Ma sœur Jennifer m'a demandé si je regrettais quoi que ce soit. Quelle partie? Avoir dénoncé Brandon ou avoir perdu Sarah? Les deux. L'un ou l'autre. Tu aurais pu prendre l'argent et te taire. Henri n'a pas eu le choix. Le monde n'était pas prêt pour la vérité, pas en 1962. Il avait gardé ses secrets comme des graines, attendant le bon moment. Je n'étais que le jardinier qui a hérité de sa terre. Je vis toujours simplement, dans un 3 pièces près de l'Orchestra Hall. Je m'exerce toujours 6 heures par jour, mais désormais, je donne aussi des cours de musique gratuits aux enfants de vétérans chaque week-end. La Fondation propose désormais des programmes de musicothérapie dans les hôpitaux pour anciens combattants. Parfois, je joue dans des maisons de retraite, comme Henri le faisait. Je termine toujours par les « variations claires de lune », avec sa petite modification rythmique. Parfois, un vieux vétéran lève les yeux, l'air soudain très vif, reconnaissant le code Morse. « Midnight Echo », a chuchoté l'un d'eux un jour. « Vous connaissez Midnight Echo » Mon grand-père connaissait, je lui ai dit. Il s'était assuré que quelqu'un se souvienne. La vérité sur ce dont on hérite? Ce n'est jamais vraiment une question d'argent. C'est une question d'histoire que l'on porte, de choix que l'on fait avec ce que l'on reçoit, et du cran qu'il faut pour jouer les passages difficiles, même quand les mains tremblent. Henri m'a laissé la preuve que la justice peut mettre 60 ans à arriver, mais qu'elle finit par venir. Cachée dans le rythme même du temps, attendant que quelqu'un joue enfin les bonnes notes, dans le bon ordre, au bon moment. Et cet instant valait tout ce que j'ai perdu pour le trouver.